nous avons été impactés avec l'arrêt des financements des États-Unis parce qu'il y a plusieurs projets qui ont été arrêtés. Nous avons eu une diminution d'autour de 27% de notre portfolio. Et ce sont les fonds des États-Unis qui couvraient l'achat des kits post-exposition, comme j'ai dit, pour le femmes violées. Emmanuel Macron a organisé une conférence le jeudi 30 octobre pour trouver de nouveaux fonds. Il y a très peu de possibilités d'une paix à court terme en RDC. Si on arrive à résoudre un conflit, il en reste toujours un autre et un autre. Il n'y a pas les prémices de la paix. Le commerce des minerais dans les Grands Lacs, essentiellement un commerce d'or et de ce qu'on appelle les 3T, c'est-à-dire le coltan, la cassitérite et la wolframite. Si vous continuez de remonter la chaîne de valeur, évidemment, ce sont des minerais qui sont utilisés par l'industrie électronique mondiale et donc qui bénéficient à l'ensemble des consommateurs de la planète. La présence de ces ressources attise les convoitises des groupes armés. L'est du Congo est devenu une zone de pillage institutionnalisée. Depuis des années, le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda revient dans l'actualité comme une blessure qui refuse de se refermer. On parle du M23. On parle des FDLR. On parle de minerais. On parle de sécurité. On parle d'accords de paix, de sanctions, de médiation, de résolution internationale et de promesses de stabilisation. Mais malgré toutes ces réunions, la même question revient, pourquoi la paix durable ne vient-elle pas ? Peut-être parce que l'on cherche à résoudre ce conflit à la surface, alors que ses racines sont beaucoup plus profondes. On parle des armes sans parler de la carte. On parle des groupes armés sans parler de l'histoire. On parle des présidents sans parler du système. On parle de sécurité sans parler de l'architecture qui produit l'insécurité. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas d'accuser le peuple rwandais. Il ne s'agit pas non plus d'accuser le peuple congolais. Les Rwandais et les Congolais ne sont pas des ennemis naturels. Ce sont deux peuples africains placés dans une situation historique extrêmement complexe, et tous deux sont victimes d'un ordre qui les dépasse. Le Congo est un immense espace continental d'environ 2 345 000 km². Il possède des terres, des forêts, de l'eau, des minerais, un potentiel agricole, énergétique et stratégique immense. Mais cette richesse n'a pas seulement attiré le développement. Elle a aussi attiré la convoitise, les ingérences, les pillages, les guerres et les manipulations. L'ONU a enregistré plus de 90 000 cas de violences sexuelles liées au conflit au Nord Kivu en 2023. Et ça, c'est un chiffre d'une année seulement. Et pour tout le Congo, l'ONU a publié le chiffre de 123 000 viols et violences basées sur le genre en République démocratique du Congo, ce qui représente une femme qui est violée toutes les 4 minutes. C'est depuis bientôt 3 décennies que de mauvaise grâce, je soigne les conséquences de la guerre atroce qui endeuille l'Est de la République démocratique du Congo dans un climat d'impunité et de silence de la communauté internationale. Ici, on a reçu beaucoup de civils et on a reçu beaucoup de blessés abdominaux au niveau de l'abdomen, au niveau du thorax et au niveau de la tête. L'hôpital, projet hôpital, n'a jamais connu ce type d'afflux de blessés. Il y aura le stockage qui va bientôt se terminer parce que le matériel, on n'a pas assez de matériel. J'ai vu des enfants emmenés parce qu'ils ont été violés, des petites filles de 1 an. Nasema Mungu wewe, nimeacha mikono kukichwa mtoto wangu wapi nemea wao. Mungu ndaenda wapi? Mimi nje ugomeli, mimi nje evita likuyaka Mungu, Mungu nje evita mventura likuya mugoma. Namugiri kuyarasa abana basohotse hanze babiri amasasu garabafata. Ubwo natwe turasohoka turirukanga. Abo bana rero umwe ni umwana w'umuhungu w'imyaka 18. Undi ni uw'imyaka 10. Ça fait 30 ans qu'on est victime de la guerre et qu'on n'agit pas. Et aujourd'hui, la jeunesse est debout pour être en première ligne. On va se mobiliser. Le Rwanda, de son côté, couvre à peine 26 338 km², soit un territoire environ 89 fois plus petit que celui de la RDC. C'est un petit territoire très densément peuplé, marqué par une forte pression sur la terre, par une histoire tragique et par une préoccupation constante de sécurité.
Entre ces deux espaces vivent aussi des peuples liés ou présents des deux côtés, comme les Hutus, les Tutsis, les Tua ou Batua, ainsi que des communautés du Kivu comme les Nandes, les Hundes, les Nyanga, les Chi et d'autres. Lorsque ces réalités humaines, territoriales et historiques sont enfermées dans des frontières rigides, avec des minerais stratégiques et des intérêts étrangers, le conflit devient prévisible. Il ne devient pas légitime. Il devient prévisible. Avant les frontières modernes, l'Afrique n'était pas vide. Elle n'était pas un espace sans histoire, sans ordre et sans organisation. Il y avait des royaumes, des chefferies, des empires, des alliances, des rivalités, des routes commerciales, des langues, des spiritualités, des familles et des peuples en mouvement. Dans la région des Grands Lacs, le Rwanda avait déjà une histoire politique ancienne. L'espace congolais contenait lui aussi une grande diversité de peuples, de royaumes, de traditions et de systèmes locaux. On n'a pas demandé aux peuples africains comment ils voulaient vivre ensemble. On n'a pas cherché à comprendre leurs équilibres internes. On n'a pas construit des États pour protéger leur culture, leurs besoins et leurs volontés. On a tracé des lignes. On a nommé des territoires. On a attribué des zones d'influence. Et l'on a appelé cela l'ordre. Mais pour beaucoup d'Africains, cet ordre n'était pas une libération. C'était une prison géopolitique. Le découpage colonial de l'Afrique n'avait pas pour objectif de résoudre les problèmes africains. Il avait pour objectif de résoudre les problèmes des puissances impérialistes. Il fallait éviter que les puissances européennes se fassent la guerre entre elles pour les territoires africains. Il fallait organiser l'accès aux ressources. Il fallait contrôler les routes commerciales. Il fallait sécuriser les zones d'influence. Il fallait transformer l'Afrique en espace exploitable, administrable et rentable. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? En Ukraine, on est intervenu immédiatement en votant des sanctions, en apportant un soutien militaire, on fournit des armes, mais rien par rapport au Congo. C'est ici que l'armée rwandaise ne pourrait pas se permettre ça sans le soutien de l'impérialisme américain, sans le soutien des États-Unis d'Amérique. C'est impossible, vous le savez. Vous le savez, vous regardez, parce que vous le savez, un petit pays comme ça ne peut pas intervenir chez son voisin sans un appui occidental important. À chaque action, des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Hier, notre ambassade à Kinshasa et plusieurs autres ont été les cibles d'attaques inadmissibles. Pour autant, ces actes condamnables en disent long sur la perception par l'opinion locale de l'inaction de la communauté internationale face aux crimes de guerre commis en République démocratique du Congo. Le Congo, c'est trop loin, l'Ukraine, c'est à côté, ce sont nos voisins, c'est beaucoup plus facile. Et puis le Rwanda, les Rwandais sont des personnes sérieuses, ils sont considérés comme des partenaires stables. C'est un régime autoritaire avec un président élu à 99% des voix, mais un régime stable, belligérant, mais stable. Parce que surtout, on a besoin d'or, de diamants, de cobalt, de coltan. Oui, j'ose le dire, monsieur le ministre, nous sommes restés silencieux. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Et ça, ce n'est pas la première fois. Le Rwanda est en train de récidiver dans le bombardement des camps des réfugiés et le monde
restent silencieux. M23 are not Rwandans, please. These are Congolese. Sacrifier au peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Les rapports indépendants des ONG et même des agences de renseignement occidentales ont documenté les soutiens directs du Rwanda au M23, y compris les assistances militaires et la coordination logistique. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. So, but we have to make sure we survive any storm that blows across our country. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO, qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que, rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique. Sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Les frontières n'ont donc pas été dessinées pour les familles africaines, les cultures africaines, les traditions, les langues, les équilibres démographiques ou les besoins économiques du continent. Elles ont été dessinées pour les intérêts des créateurs de cet ordre. Et c'est ici que naît une contradiction majeure. Certains États deviennent immenses. D'autres deviennent minuscules. Certains héritent de ressources stratégiques extraordinaires. D'autres héritent d'une forte pression démographique et d'un espace limité. Certains peuples sont séparés par des frontières. D'autres sont enfermés dans des États dont la forme ne correspond pas à leur réalité profonde. Ensuite, on demande à ces peuples de vivre comme si tout cela était naturel. Mais ce n'est pas naturel. La RDC et le Rwanda ne sont pas responsables de cette architecture. Ils en sont les héritiers forcés. On a fabriqué un déséquilibre, puis on a demandé aux victimes de ce déséquilibre de trouver la paix sans remettre en cause la structure qui les oppose. C'est pourquoi le conflit actuel ne peut pas être réduit à une seule milice, à une seule capitale, à un seul président, à une seule frontière ou à un seul accord. Il est militaire, oui. Mais il est aussi territorial, démographique, économique, historique et psychologique. Et dans ce cadre hérité du découpage colonial, même les présidents africains se retrouvent souvent enfermés dans des compromis dangereux. Ils signent des accords sous pression, acceptent des arrangements partiels, gèrent l'urgence du moment, mais ces décisions ne guérissent pas les causes racines. Au contraire, elles créent parfois de nouvelles tensions, de nouvelles frustrations, de nouvelles accusations, et finalement de nouvelles souffrances pour les populations. Lorsque la RDC regarde son territoire, elle voit un pays immense, riche, mais constamment menacé par la convoitise. Lorsque le Rwanda regarde son environnement régional, il voit un territoire limité, dense, fragile, entouré de risques réels ou perçus. Entre les deux, il y a l'est du Congo, une région où se croisent la terre, les minerais, les mémoires, les déplacements de population, les groupes armés, les intérêts économiques et les stratégies de survie. Alors, chaque fois que l'on propose une solution qui ne parle que de désarmement,
de retrait, de sanctions ou de négociations entre gouvernements, on ne traite qu'une partie du problème. On tente de calmer la surface d'un volcan dont le feu vient de beaucoup plus loin. Depuis des décennies, l'Afrique voit revenir le même théâtre. Une crise éclate. Des populations fuient. Des civils meurent. Les capitales s'accusent. Les puissances étrangères s'inquiètent. L'ONU publie des résolutions. Les diplomates organisent des rencontres. Des accords sont signés. Puis, quelque temps plus tard, la crise recommence. Ce rituel donne l'impression que le monde agit. Mais agit-il vraiment sur la racine? L'ONU, les États-Unis, l'Europe et même certaines organisations africaines résonnent souvent avec le langage de l'État moderne occidental, frontières fixes, souveraineté juridique, cessez-le-feu, sanctions, médiation, retrait militaire, désarmement, élections et missions d'observation. Mais le problème africain est plus profond. Il touche à la terre, aux peuples, aux cultures, aux mémoires, aux familles séparées, aux ressources, aux blessures coloniales et à la souveraineté réelle. Ces institutions peuvent gérer des symptômes. Elles peuvent calmer temporairement les flammes. Mais elles ne peuvent pas refonder l'Afrique à la place des Africains. Et surtout, beaucoup d'acteurs extérieurs n'ont pas intérêt à remettre en cause un ordre qui leur donne encore accès aux ressources, aux marchés, aux bases militaires, aux zones d'influence et aux chaînes d'approvisionnement. On ne peut pas demander à ceux qui profitent d'un système d'être les architectes sincères de sa disparition. Le Rwanda a une raffinerie aujourd'hui de coltan, mais le Rwanda n'a pas de coltan dans son sol. Le Rwanda est en train de construire une raffinerie moderne d'or pour toute l'Afrique australe. Écoutez, soyons quand même sérieux. Vous avez dit que selon vos informations, l'accord avec le Rwanda était un accord exemplaire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes lectures. Je me permets de vous rappeler le rapport publié en juin dernier, c'est-à-dire il y a 5 mois, par l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport dit quoi? Ce rapport dit que tout simplement les troubles dans la région du Kivu sont financés par le Rwanda pour voler des matériaux qui nous revendent. C'est-à-dire en clair que, sans le vouloir peut-être, on finance un receleur et un criminel. Alors ma question est très simple. L'accord dit on garantit la traçabilité, mais on garantit rien. La traçabilité, c'est simplement déclaratif. Mais je suis qui est là, je vais voler votre montre, et puis je vais la revendre, et je dirai, cette montre, elle est à moi. Eh bien, c'est exactement ce que fait le Rwanda. Il n'y a strictement rien de sérieux. Et donc, je vous demande simplement si vous êtes prêts à modifier cet accord pour garantir enfin une traçabilité, pour faire peut-être que ces troubles en Afrique, qui ont déjà fait des milliers de morts, s'arrêtent. Je vous remercie. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Quand vous achetez un produit chez un reseller, vous êtes vous-même coupable du vol. Aucun observateur international sérieux n'explique que le soutien du Rwanda aux milices qui ravagent l'Est du Congo autrement que par son appétit pour les ressources minières de cette région. Il convient donc que ce Parlement interpelle au plus vite la Commission européenne pour qu'elle s'engage enfin à ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de Kigali qui viole et pille le Congo en toute impunité. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. Il y a aujourd'hui des protocoles d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, le protocole sur les minerais stratégiques signé, des accords favorables à l'Union européenne et le Rwanda. On aide le Rwanda, des accords entre l'armée rwandaise et les institutions européennes. Et pourquoi tant d'hypocrisie? C'est ça la question qui est posée aujourd'hui par les peuples africains et par le peuple congolais. C'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. Malgré ces faits, le Rwanda continue de recevoir l'aide internationale et demeure un partenaire de choix pour les puissances mondiales. Tous les partis traditionnels belges ont voté contre pour le maintien de ce partenariat stratégique. Pourquoi? Business. Les minerais, le cobalt, le coltan, le cuivre, les minerais, business, business, business. C'est pour ça que vous ne voulez pas intervenir. Il est nécessaire de mettre fin au pillage des ressources naturelles et au trafic illégal et criminel
des minerais de la République démocratique du Congo par le Rwanda en complicité avec des entreprises occidentales et internationales. Voilà pourquoi les mini-solutions échouent. Elles veulent calmer les flammes sans retirer l'essence versée depuis des générations. Après les indépendances, l'Afrique a aussi hérité d'une autre contradiction. Les États africains ont souvent accepté le principe du respect des frontières coloniales, officiellement pour éviter le chaos. On peut comprendre cette peur. Mais il faut poser une question plus profonde, ces États étaient-ils vraiment libres de refonder l'Afrique? Ils venaient à peine de sortir de la domination coloniale. Leurs économies étaient dépendantes. Leur monnaie, leurs armées, leurs administrations, leurs élites et leurs relations internationales restaient souvent sous influence. L'Afrique n'a donc pas seulement choisi la stabilité. Elle a aussi institutionnalisé une blessure. Elle a transformé des frontières imposées en vérité sacrée. C'est pourquoi le conflit RDC-Rwanda n'est pas un cas isolé. Il est l'un des visages d'un problème continental. On retrouve ailleurs les mêmes mécanismes, frontières héritées, peuples séparés, États fragiles, ressources convoitées, institutions régionales faibles, dépendance financière, pression étrangère et rivalité amplifiée. Pendant ce temps, partout dans le monde, de grands blocs se forment. Les puissances défendent leurs espaces, leurs monnaies, leurs industries, leurs ressources et leurs intérêts. Mais l'Afrique reste trop souvent enfermée dans des frontières qui freinent sa circulation, fragmentent ses marchés, affaiblissent sa défense, divisent ses peuples et rendent ses États dépendants. L'Afrique ne manque pas seulement de paix. Elle manque d'un cadre pensé par elle-même et pour elle-même. La proposition centrale est donc claire. La paix durable entre la RDC et le Rwanda ne viendra pas seulement d'un accord entre Kinshasa et Kigali. Elle viendra d'une refondation africaine plus large. Il ne s'agit pas d'appeler à une guerre pour redessiner les cartes. Il ne s'agit pas de provoquer un chaos continental. Il ne s'agit pas de nier les États existants du jour au lendemain. Il s'agit de dépasser le pouvoir destructeur des frontières coloniales. Ces frontières peuvent rester des repères administratifs, mais elles ne doivent plus être des prisons. Elles ne doivent plus empêcher la circulation des peuples, la coopération économique, la sécurité commune, la transformation locale des ressources, la souveraineté sanitaire, la souveraineté alimentaire, l'industrialisation et la défense commune. L'Afrique doit construire des espaces de souveraineté. Des espaces où les peuples peuvent circuler plus librement. Où les ressources ne sont pas pillées, mais transformées localement. Où les conflits ne sont pas gérés par des acteurs extérieurs, mais par des mécanismes africains enracinés dans les réalités du continent. Où les traditions, les cultures et les volontés des populations sont respectées. La vraie question n'est donc pas seulement « comment arrêter la guerre ?» La vraie question est « comment construire un ordre africain qui ne produit plus ces guerres ?» Dans cette perspective, l'Alliance des États du Sahel peut être observée comme un embryon de direction possible. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne représentent pas un modèle parfait. Ces pays affrontent encore de grandes difficultés, sécurité, économie, pression extérieure, gouvernance, pauvreté, terrorisme et reconstruction institutionnelle. Mais leur démarche pose une question fondamentale. Que se passe-t-il lorsque des États africains décident de sortir d'un cadre régional qu'ils jugent inefficace, pour construire leur propre logique de défense, de souveraineté, de coopération et de destin commun? Que se passe-t-il lorsque des pays africains commencent à dire que la sécurité ne peut plus être dictée de l'extérieur, que les ressources doivent servir les peuples, et que les infrastructures publiques, la santé, l'éducation et la production locale doivent redevenir des priorités nationales et régionales? L'AES n'est pas une solution achevée. Mais elle peut être vue comme un signal. Une Afrique souveraine ne naîtra pas parfaite. Elle naîtra d'abord comme une rupture. Puis elle devra devenir une construction. Le conflit entre la RDC et le Rwanda ne sera donc pas résolu durablement par un simple accord signé sous pression internationale. Il ne sera pas résolu par une réunion de plus. Il ne sera pas résolu par des communiqués qui répètent les mêmes mots pendant que les mêmes causes restent intactes. La paix véritable exigera plus de courage. Elle exigera de reconnaître que les Congolais et les Rwandais ne sont pas des ennemis naturels. Ils sont deux peuples africains enfermés dans un ordre qui les dépasse. Elle exigera de reconnaître que l'Afrique ne peut pas continuer à sacraliser des frontières qui ont été tracées sans elle, contre elle, et souvent pour l'exploiter. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud,
qui avait battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, ben on ne va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. Elle exigera de transformer les frontières en ponts, les ressources en développement, les États fragiles en espaces de coopération, les mémoires blessées en conscience historique, et les rivalités imposées en projet continental. La RDC et le Rwanda ne sont pas condamnés à se combattre. Ils sont condamnés à souffrir tant que l'Afrique refuse de remettre en cause l'architecture qui les divise. La paix ne viendra pas seulement d'un accord. Elle viendra d'une refondation africaine, souveraine, courageuse, organisée, respectueuse des peuples, des cultures, des traditions et des besoins réels du continent. C'est cela, la vraie proposition. Ne plus gérer éternellement les symptômes. Éliminer les causes racines. Voici maintenant les solutions que nous proposons. Elles ne sont ni vagues ni naïves. Elles sont stratégiques, progressives et enracinées dans une vision claire, rendre les frontières coloniales de moins en moins centrales, jusqu'à ce qu'elles cessent d'être des prisons pour les peuples africains. Première solution, créer des zones d'échange et de communication en dehors des institutions captives. Il s'agit de bâtir des réseaux parallèles aux institutions africaines actuelles, souvent trop lentes, trop dépendantes ou trop éloignées des réalités populaires. Des corridors économiques transfrontaliers, des marchés communs régionaux, des routes, des voies ferrées, des plateformes numériques et des espaces culturels peuvent relier directement les peuples sans attendre uniquement les décisions des appareils politiques bloqués. L'objectif est clair, rendre les frontières progressivement secondaires par le bas, avant de les dépasser politiquement par le haut. On commence par le commerce, la communication et la coopération concrète. Ensuite viennent la culture, la conscience commune et l'organisation politique. Deuxième solution, éveiller les consciences populaires par la démonstration de la souffrance commune. Il faut montrer aux Africains qu'ils ne sont pas ennemis. Un paysan congolais et un paysan rwandais veulent souvent la même chose, la paix, la terre, la sécurité, la dignité, l'éducation pour leurs enfants et la possibilité de vivre sans peur. Les drames migratoires, les familles déplacées, les jeunes morts en mer, les villages détruits et les populations condamnées à fuir leurs propres terres montrent une vérité brutale, les frontières imposées, les économies de dépendance et les conflits entretenus frappent les Africains sans distinction d'origine. Ces images doivent être utilisées avec dignité, non pour choquer gratuitement, mais pour réveiller une conscience commune. Il faut des campagnes de sensibilisation, des documentaires, des émissions de radio, des podcasts et des plateformes éducatives pour déconstruire les récits de haine ethnique, tribale ou nationale instrumentalisés par la colonisation, par les intérêts étrangers et par les pouvoirs opportunistes. Troisième solution, adopter une grande langue africaine commune et la promouvoir par des outils numériques gratuits. Le Swahili, par exemple, est déjà l'une des grandes langues africaines. Il est parlé par plus de 200 millions de personnes et peut devenir l'un des instruments majeurs de l'unité africaine. Il ne s'agit pas d'effacer les autres langues africaines, mais de créer un pont commun entre les peuples. Il faut développer des sites web, des applications mobiles, des chaînes YouTube, des livres audio, des cours gratuits et des programmes scolaires accessibles pour apprendre cette langue progressivement. Ces projets doivent être financés d'abord par des forces africaines, entrepreneurs, mécènes, diaspora, chefs traditionnels, associations, universités et mouvements panafricains. Une langue commune ne crée pas automatiquement l'unité, mais elle rend le dialogue, l'organisation, la solidarité et la résistance beaucoup plus faciles. Quatrième solution, reconstruire les États africains sur des bases précoloniales, démocratiques et adaptées au présent. Il ne s'agit pas de revenir mécaniquement au passé. Il ne s'agit pas de ressusciter les anciens royaumes comme s'ils pouvaient résoudre seuls les problèmes modernes. Il s'agit de reconnaître que l'Afrique possédait déjà des formes d'organisation avant Berlin, chefferie, royaume, confédération, espace de circulation, alliances commerciales, médiation traditionnelle et mécanismes de résolution des conflits. Ces modèles doivent être étudiés sérieusement, modernisés, démocratisés et adaptés aux réalités actuelles. L'objectif n'est pas de remplacer un désordre par un autre, mais de construire une refédération africaine par grands espaces culturels, économiques et géographiques cohérents. Au lieu de 54 États fragiles, isolés et souvent dépendants,
l'Afrique peut progressivement évoluer vers quelques grands espaces intégrés, capables de défendre leur peuple, leurs ressources, leur marché et leur avenir. 5e solution, ouvrir un processus continental de dépassement des frontières héritées. C'est l'étape politique la plus ambitieuse. Il ne faut pas l'aborder par la guerre, ni par la violence, ni par l'improvisation. Il faut d'abord ouvrir un grand débat continental sur le caractère sacré des frontières héritées de la colonisation. Ces frontières peuvent rester des repères administratifs, mais elles ne doivent plus bloquer la circulation, la sécurité commune, la coopération économique, la souveraineté alimentaire, la transformation locale des ressources et l'unité des peuples. Une fois les consciences éveillées, les réseaux économiques renforcés et les solidarités populaires construites, il faudra pousser les dirigeants africains à ouvrir des conférences nationales et continentales souveraines, appuyées par des référendums, des consultations populaires et des forums panafricains indépendants. Si l'Union africaine se réforme profondément, elle pourra jouer un rôle. Sinon, un nouveau cadre panafricain devra émerger. L'objectif final reste clair. Une Afrique où les frontières cessent d'être des murs, pour devenir des ponts. Conclusion finale. Le conflit entre la RDC et le Rwanda n'est pas une fatalité. Il est le produit d'une histoire violente, celle du partage colonial, de l'exploitation, des frontières imposées et des intérêts étrangers. Mais ce que l'histoire a fabriqué, la volonté des peuples peut le transformer. Refonder l'Afrique est un chantier immense. Mais c'est le seul chantier capable de s'attaquer aux causes profondes des guerres, des migrations tragiques, des richesses pillées, des États fragiles et des humiliations répétées. Les Africains ne sont pas faits pour se combattre éternellement. Ils sont liés par une histoire, une terre, une souffrance commune et un destin commun. Il est temps de cesser de gérer les blessures à la surface. Il est temps d'éliminer les causes racines. Il est temps d'agir comme des peuples frères.